Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrices, auteurs, scénaristes, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau Sylvie Poulain. À nouveau, car nous avions déjà échangé dans le podcast Double Vie en mai 2021. Depuis, nous nous sommes croisés régulièrement car Sylvie m'a accueilli dans son groupe d'auteurs, d'autrices, et est devenue une de mes comparses d'écriture. J'ai donc suivi avec attention son parcours depuis lors et je ne peux m'empêcher d'être admiratif. Parce que qu'est-ce qui a changé pour Sylvie durant ces 2 années ? Énormément en réalité. J'ai pu voir Sylvie se transformer en une autrice de l'imaginaire capable d'aborder des projets ambitieux, humains et de passer avec aisance d'un genre à l'autre. C'est le moment idéal pour faire le point avec elle, alors qu'elle publie cette année non pas 1, mais 2 romans. Son premier roman, Ce qui naît des abysses, est le premier tome de Confluence, un diptyque de science-fiction sous-marine, qui sort le 1er février 2023. Bonjour Sylvie, bienvenue. Salut Mickaël. Merci beaucoup de m'accueillir une seconde fois, donc je suis vraiment ravi de commencer l'année avec toi. Bah écoute, bienvenue, avec grand plaisir. Alors, nous avons passé des 3 années un peu bizarres, un peu avec des confinements en tout genre, etc. Et pendant ce temps, toi, t'as fermé les écoutilles, donc c'est à propos. On peut dire ça comme ça, oui. Et t'as pu produire un diptyque de 2 tomes, de plus de 2 millions de signes au total. C'est ça. Après, ouais, ça fait au moins 2 années de travail, peut-être certainement plus, tu nous en diras plus, mais vient le moment de la publication. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que comment ça se passe pour toi ? Tu le vis bien ou est-ce que c'est plutôt le stress qui domine, l'impatience ? C'est assez irréaliste. Je pense que je me rends pas vraiment compte encore parce que c'est le premier. J'avais déjà publié des nouvelles un peu, mais c'est pas la même ampleur que vraiment un roman où on est tout seul sur la couverture, quoi. Mmh. Sinon c'est un peu c'est un peu les montagnes russes entre un espèce d'enthousiasme débridé et puis un gros stress. Mon Dieu, est-ce que les gens vont aimer, quoi. J'imagine, ouais, il y a peut-être aussi un soulagement quand même parce que d'être allé au bout de ce chemin, long chemin tortueux. Aussi, oui, je suis vraiment contente d'être allée jusqu'au bout de ce projet qui m'a quand même bien pris au moins 3 ans, je pense, à temps plein. Les premières vraies esquisses de cet univers datent de fin 2019, je pense. Ok, oui, c'est beau projet, oui. On prend pas 2 millions de signes comme ça. Non, c'est un peu long comme processus. Je vais faire un petit résumé. Alors, on a déjà eu un podcast ensemble, mais tout le monde ne va pas forcément l'écouter, donc on va faire un petit résumé des épisodes précédents. Previously dans Double Vie. Un élément important, c'est que ça éclairera après le roman Confluence, mais tu as débuté ta carrière dans l'armée comme une pilote d'hélicoptère. Comment est-ce que tu t'es lancé là-dedans par un goût, tu vois, une attirance pour le voyage ou une espèce d'aventure, ou c'est plutôt qu'est-ce qui t'a motivé est-ce que c'est proche de l'écriture aussi, du frisson de l'écriture, ou pas, ou c'est complètement différent? Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Alors déjà, j'ajoute juste un élément, que c'est pilote d'hélicoptère dans la marine. Oui, voilà, c'est ça. Parce que tout de suite on pense à l'aéronautique plutôt à l'armée de l'air. Non, moi c'était la marine. Je pense que c'est un mélange effectivement de mes lectures de jeunesse où j'aimais beaucoup les romans d'aventure, les récits de voyage à la Kessel ou Henri de Manfred. Et puis mon père et mon oncle étaient dans la marine, donc ils m'ont pas mal raconté des histoires, l'un dans la marine marchande et l'autre plutôt dans la marine à voile. Donc il y avait un peu ça dans la famille. Et puis arrivé à l'adolescente, j'ai voulu à la fois donc voyager, vivre des expériences un peu hors du commun, et puis en même temps peut-être me rendre utile et puis participer à l'actualité que je voyais à la télévision. Qui était déjà pas toujours très réjouissante. Oui. Donc j'ai trouvé cette solution d'essayer de m'engager dans la marine et puis d'aller vers les hélicoptères, parce que l'élément aérien m'attirait également beaucoup. J'ai fait du planeur et de l'avion dans mon adolescence. Et donc c'était l'occasion de le faire à titre professionnel
ce qui est beaucoup plus abordable qu'à titre privé. Oui, le planeur ça va, mais l'hélicoptère c'est autre chose. Dès qu'il faut payer l'essence qui va dedans, c'est un problème. Tu parlais d'une famille qui est un peu attirée par la mer. Est-ce que tu as une enfance aussi où tu faisais de la voile, t'étais déjà J'ai pas fait de la voile, non. On allait tous les ans en vacances en Vendée, au bord de la mer, donc j'ai un peu fait de la voile occasionnellement avec mon oncle qui avait un voilier. Mais c'était plus dans les récits, dans les histoires que nous racontait mon père, qui lui avait pas mal navigué avec la marine marchande, et avant il avait fait son service militaire également dans la marine. Donc c'était toutes les histoires de pays lointains, d'escales qui faisaient rêver, quoi. Et donc après, je crois que c'est 10 ans, tu as fait, c'est ça, 10 ans 15 ans dans l'armée. Donc voilà, une carrière dans l'armée, tu as obliqué, tu t'es comment on dit reconverti. Ouais. Finalement dans le milieu du livre. Tu fais de c'est ça. J'ai un peu bouclé la boucle. En fait, un petit peu avant 15 ans de marine, j'ai eu des soucis de santé. Donc j'ai pas été au bout de la carrière standard. J'ai arrêté parce que je pouvais plus faire de vol opérationnel ni embarquer sur des navires. Donc j'ai préféré quitter et puis me trouver un nouveau challenge avec l'artisanat. Donc je suis d'un côté je suis relieuse de livres et puis de l'autre maintenant autrice de science-fiction. Oui, pour être dans l'armée, pilote d'hélicoptère, c'est une carrière scientifique. T'aurais pu aller vers l'entreprise dans ta reconversion, je sais pas, le conseil ou plein d'autres choses. Est-ce que tu avais déjà en tête de te ménager du temps aussi personnel pour écrire quand t'as fait ce choix, enfin voilà, aller vers le livre, le manuel aussi? Je pense, oui. Alors j'ai pensé à un moment donné à me reconvertir dans une carrière scientifique. Spécifiquement, j'ai un peu cherché dans le domaine de l'océanographie déjà. Ah oui. Et puis je me suis rendu compte que ça allait me prendre des années d'études pour arriver à un niveau où en fait je serais en concurrence avec des gens sortant d'école et beaucoup plus jeunes que moi, et que donc c'était pas forcément une bonne voie à poursuivre. Donc oui, j'ai pris cette solution où finalement je suis complètement maîtresse de mon emploi du temps. Et donc je suis auto-entrepreneuse aujourd'hui et autrice. On va parler de l'autrice. Tu es devenue autrice. J'ai noté là que c'était il y a quand même deux publications qui t'ont lancé, mais qui sont venues assez vite en fait dans ta carrière d'autrice, et qui sont presque deux publications qui correspondent à deux rencontres en fait. Donc la première c'était les Contes et récits du Paris des merveilles, donc c'est ça, une anthologie dirigée par Pierre Pével dans l'univers de Pierre Pével. Est-ce que tu as comment ça s'est passé en fait, comment tu t'es retrouvé dans cette aventure incroyable? Justement, c'était dans la période où j'étais encore dans la marine, mais déjà arrêté de vol, et où du coup j'avais plus de temps pour écrire, et je cherchais je cherchais un projet à développer, et puis je suis tombée sur un appel à texte donc de Pierre Pével avec les éditions Bragelonne pour écrire des nouvelles dans son univers du Paris des merveilles, donc de la fantaisie historique qui se passe à la Belle Époque, avec des fées, des dragons, tout ça. Et donc c'était un concours où il fallait envoyer un synopsis et puis un premier extrait de texte. Donc je me suis dit, ma foi, pourquoi pas. J'aimais beaucoup les écrits de Pierre Pével, donc c'était l'occasion, et puis c'était l'occasion d'essayer, quoi. Et puis miracle, ça a fonctionné. J'ai fait partie des heureux élus, et le recueil est sorti en septembre 2019 après plein de travail directement avec Pierre Pével. C'était vraiment une chance pour un jeune auteur, ça. Du coup, oui, c'est la fameuse rencontre dont je parlais. Est-ce que ça t'a aidé justement à construire la suite? Est-ce que c'est comme une espèce de compagnonnage ou de mentorat qui t'a aidé à avancer? Ça m'a aidé parce que ça m'a donné une méthode. J'écrivais déjà pour le plaisir depuis l'adolescence à peu près, je pense.
mais sans méthode. J'avançais au petit bonheur la chance en suivant un peu l'impulsion du moment. Et en fait, Pierre, il m'a appris que c'était possible d'écrire un synopsis, que ce synopsis, il pouvait ensuite être détaillé en scène à scène, et que ça pouvait servir vraiment de colonne vertébrale à l'écriture, qu'elle était beaucoup plus cohérente et construite par la suite. Alors j'ai un peu adapté maintenant le processus parce que je me suis rendu compte que à l'échelle de la nouvelle ça fonctionne très bien. À l'échelle de 2 millions de caractères, c'est beaucoup plus compliqué d'écrire dès le début. Je pars de là, je finis là, et puis de suivre toutes les étapes qu'on a préétablies. Donc je fais un espèce de processus un peu bâtard entre l'architecte et le jardinier, comme on dit souvent, où je commence effectivement par établir un synopsis général qui me donne vraiment les grandes étapes clés, et puis le début et une esquisse de la fin, et puis ensuite j'avance par partie. Je fais mon scène à scène sur la première partie du roman. Alors pour Confluence par exemple, c'est divisé en 4 parties, donc ça a correspondu à ces 4 parties. Je rédige cette première partie sans m'interdire de dévier du scène à scène. En fait, ça reste assez souple. Et ensuite, quand j'arrive à un moment clé du récit qui marque la fin d'une partie, là je m'arrête. Je fais une relecture complète, je vérifie la cohérence. Éventuellement, si j'ai le temps et s'ils sont disponibles, je fais appel à des bêta-lecteurs. Coucou Benjamin et Lucille. et puis ensuite, une fois que j'ai vraiment une base solide, je repars sur la partie suivante et je reprends l'étape du scène à scène puis de l'écriture. C'est peut-être un peu lourd, peut-être que je perds pas mal de temps à l'écriture, mais je pense que j'en gagne à la fin quand il faut reprendre tout le récit au niveau des corrections, et puis je me rends compte que j'ai besoin en fait de cette sensation de cohérence qui s'établit. C'est mon filin de sécurité pendant l'écriture en fait, quoi. Et du coup, quand tu arrives au bout, c'est un jet qui est comment, tu l'as déjà relu, retravaillé un petit peu, donc du coup, si je prends par tome, je l'ai déjà repris 4 fois, puisqu'il y a 4 parties. Mais c'est pas terminé pour autant. Je reprends encore à la fin. Okay. Et puis ensuite, il y a tout le travail des corrections éditoriales et puis orthographiques et grammaticales qui vient s'ajouter là-dessus. Ok. Quand je disais que c'était une rencontre, c'est aussi une rencontre parce que Pierre Pével est un auteur qui est chez Brajlon, donc c'est aussi la rencontre avec ta future maison d'édition qui va servira à éditer Confluence. Exactement. Donc voilà, ça, je dirais que je vais noter que ça a fait de toi une autrice Brajlon qui est pas aussi cool qu'une princesse Disney, mais c'est quand même pas mal. Je crois que je préfère l'autrice Brajlon. Je pense aussi. Donc voilà. Effectivement, c'était juste une nouvelle, mais ça permettait que je figurais déjà au catalogue des auteurs quand même, mais j'avais pas un pied dans la porte, mais un orteil au moins. Oui, ça permet au moins d'avoir une relation et puis d'être connu de la maison. Et puis oui, exactement. C'était aussi une rencontre parce qu'il y avait dans ce recueil, il y avait aussi Benjamin Lupu. Qui est auteur des Mystères de Kioche, donc qui a une saga de fantasy, et que tu as rejoint en cours de rédaction. Donc vous avez collaboré sur sur les Mystères de Kioche. Ouais, il m'a invité à cette expérience un peu folle d'écriture collaborative en fait, où c'est un peu sur le principe d'une série télé. C'est des épisodes, des nouvelles qui forment des épisodes qui racontent elles-mêmes un récit complet dans un univers de fantasy médiévale avec des inspirations assez orientales, extrême orientales même. Et du coup, on a travaillé tous les deux là-dessus. Ça m'a vraiment permis de travailler mon écriture avec quelqu'un. Alors on était à peu près au même stade en fait tous les deux de notre trajectoire d'auteur.
Et je pense que ça a été vraiment enrichissant de mener ce travail de relecture croisée, de construction de synopsis à deux. Ça on a vraiment appris beaucoup, je pense. Mmh. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui dans les échanges, dans le recueil, tu as découvert qu'il écrivait ça, ou c'est toi qui as proposé, ou c'est lui qui a dit non? Non, c'est lui. Alors en fait, quand on a fait connaissance, parce que Pierre nous avait mis en relation tous les auteurs qui participaient au recueil du Paris des Merveilles. Par curiosité, je suis allée regarder ce que les autres écrivaient. Et puis j'avais bien accroché à la plume de Benjamin, et du coup je lui avais fait un petit retour sur les premiers épisodes des Mystères de Kioche qu'il avait écrits. Et puis en fait, au bout d'un moment, il avait écrit 5 épisodes, donc ça faisait une saison complète. Donc il m'avait proposé d'écrire un épisode bonus, de m'inviter dans son univers pour écrire moi-même un épisode en plus, qui figurait dans le recueil regroupant tous les épisodes de la saison. Donc ça, c'est une expérience qui s'est très bien passée, qui m'a fourni la bible de son univers, tous les éléments. Et puis ensuite, il m'a un peu laissé carte blanche, quoi. On a fait comme avec Pierre, en fait. J'ai fait un synopsis pour qu'il puisse vérifier que c'était conforme à son univers. Et puis ensuite, il m'a laissé écrire, et ça s'est très bien passé. Et du coup, pour la saison 2, pour les 5 épisodes qui ont suivi, là, il m'a carrément invité comme co-autrice. Et où là, on a vraiment élaboré les synopsis ensemble, et puis écrit alternativement un épisode chacun, avec l'épisode central également où il y a un troisième larron qui s'invite, c'est Thomas Mariani, qui vient ajouter une petite note humoristique à l'univers général. Donc ça, maintenant, ça doit faire 12 épisodes, du coup, c'est ça, avec les bonus 11 en fait, parce que dans la deuxième saison, les épisodes sont un peu plus longs, et du coup, on n'a pas refait un épisode bonus en plus. Ok. Bon, c'est belle aventure. C'est à quel moment que tu as obliqué, tu t'es dit, là, j'ai écrit 2 fois on va dire de la fantasy ou de la fantasy historique, je vais écrire de la science-fiction. À quel moment tu t'es dit, faut que je me lance là-dedans? Je sais pas si ça a été vraiment réfléchi. Je crois que j'ai toujours aimé les deux. La science-fiction autant que la fantasy. J'ai beaucoup lu de science-fiction quand j'étais adolescente, les classiques Asimov, Herbert, etc. J'ai pas mal lu de fantasy également. Et puis en fait, naturellement, j'ai eu envie d'aller dans les deux directions. Et cette espèce d'épopée SF, l'idée en est venue assez tôt. Je pense que les tout premiers essais, c'était l'histoire d'un patrouilleur stellaire, donc c'est dans l'espace. Ça doit dater de 2017. Donc à nouveau, c'est une époque où j'étais encore dans la marine, et où ça s'inspirait relativement directement, avec beaucoup plus de péripéties, de l'expérience que j'avais vécue dans un détachement embarqué sur les frégates de surveillance en Martinique. J'avais trouvé la dynamique de groupe au sein de l'équipage. Je trouvais que c'était quelque chose de très fort, d'embarquer comme ça au bout du monde avec une centaine d'inconnus, et puis de devenir vraiment un équipage, quoi, des collègues, voire des amis. De vivre ensemble vraiment. Donc j'avais voulu retranscrire ça dans une histoire de science-fiction. Et au départ, c'est parti dans l'espace. Et puis en fait, petit à petit, au fur et à mesure que j'ai affiné le récit, que j'ai fait des tests, donc ça s'est réparti entre 2017 et 2019, ça. L'histoire, elle s'est rapprochée de la Terre progressivement. Elle s'est aussi rapprochée dans le temps. Et finalement, ça a fini par revenir à l'élément maritime qui était à l'origine de l'histoire. Ok. Dans la chronologie, je sais pas très bien comment ça s'insère, parce que tu as gagné, donc tu as eu 2 publications, assez rapidement. Et puis tu as gagné le prix Alain Debussy en 2021, donc un prix
de nouvelles pour la nouvelle 20 000 lieues sans lumière. Donc, vous apprécierez la référence à Jules Verne. Le petit jeu de mots. Le petit jeu de mots. Comment est-ce que c'était un test de ton univers de Confluence, donc ton univers sous-marin, ou est-ce que c'était un intermède Non, c'était exactement ça. Je pense que j'étais déjà pas mal avancée dans l'écriture du tome 1 à ce moment-là. Je l'ai écrit fin 2020. Oui. Je pense que j'avais fini d'écrire le tome 1, que je l'avais laissé à ma bêta lecteur et que en attendant, il fallait que je fasse quelque chose pour m'occuper. Et du coup, il y avait ce concours de nouvelles de science-fiction qui était ouvert, parce que ce qui est assez formidable, c'est que il y a pas de thème, donc on peut vraiment laisser libre cours à son imagination du moment que c'est de la science-fiction. D'ailleurs, si vous écrivez, je vous engage à concourir. Les sélections sont ouvertes. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de tester cet univers. Donc, j'ai pris certains des personnages de Confluence. Je suis allée dans leur passé et j'ai raconté un élément de leur passé qui est intéressant sans être absolument nécessaire à Confluence, quoi. On n'a pas besoin de le lire. On en entend parler sous une autre forme dans le roman de toute façon. Mais du coup, c'était l'occasion de tester un univers sous-marin avec tout l'aspect technologique, à la fois les dangers des abysses et puis la poésie des grands fonds avec la bioluminescence, tout ça. Et puis visiblement ça a plutôt pas mal marché. Oui, ça a dû être encourageant pour le roman. Oui. Et puis peut-être ça aide aussi quand on pitch son roman de dire qu'on a gagné un prix pour une nouvelle dans le même univers. Je t'avoue que j'ai pas du tout pensé à le dire. Ok, bon, c'est pas grave. Là, on a tourné autour de Confluence, mais on va revenir est-ce que tu peux raconter en quelques mots pitcher l'histoire, cette histoire sous-marine. Ouais. Alors, je vais commencer par l'univers un peu parce que c'est un peu la condition sine qua non pour comprendre ce qui se passe. Donc, j'ai situé l'histoire au 24e siècle, à un moment donné où j'imagine que la conquête spatiale a échoué et que la surface des terres, la terre ferme, est complètement dévastée par un changement climatique qui est devenu hors contrôle, quoi. Il s'est complètement emballé. Donc l'humanité en fait a été obligée de se réfugier où il restait de la place, c'est-à-dire sous l'eau, au sein de communautés qui sont assez isolées mais quand même interdépendantes. Chacune est spécialisée en fonction des ressources dont elle dispose dans son environnement, et elles sont connectées par un réseau de sous-marins cargo qui s'appelle la Hanse, en référence à la Ligue hanséatique des 12e, 17e siècle. J'aime bien mettre un peu de l'histoire dans mes histoires. Alors parmi toutes ces communautés spécialisées, le petit point particulier, c'est qu'il y en a une par région océanique, qui correspond à peu près au découpage des océans actuels, qui s'occupe de la défense et puis du maintien de la paix pour les autres communautés. Donc en Atlantique Nord, là où se situe cette histoire, c'est une cité qui s'appelle Atlantis, qui se trouve sur la côte américaine et qui est à peu près l'héritière de l'OTAN actuelle, quoi. Atlantis a un peu la pression au début de l'histoire parce que sa dernière grosse opération a été un fiasco total, et puis que en plus l'administration civile la soupçonne un peu de vouloir prendre le pouvoir. À partir de là, on va suivre les trajectoires entrelacées de plusieurs personnages, dont le principal s'appelle Wolf. C'est un sous-officier de la fameuse armée d'Atlantis, qui est sur le point de participer à une nouvelle opération particulièrement ambitieuse, qui vise à soumettre une communauté rebelle qui se cache en fait à l'intérieur d'une faille volcanique en plein milieu de l'Atlantique. Alors personne ne comprend comment ils font pour survivre là-dedans, parce que c'est un environnement très instable avec des pressions monumentales. Il y a aucune autre cité qui arrive à durer là-dedans. Donc pendant l'opération, Wolf va se retrouver isolé parce qu'il est envoyé à la poursuite d'un fuyard. Et puis finalement, tant mieux pour lui, parce que pendant ce temps-là, ses collègues qui connaissent absolument pas qui maîtrisent pas l'environnement abyssal de la faille, provoque un cataclysme et qui détruit aussi bien la force d'assaut que la communauté rebelle.
Donc notre pauvre Wolf, il se retrouve tout seul avec son fuyard, qui se révèle être en fait une simple adolescente complètement inoffensive. Sauf que cette jeune fille qui s'appelle Jian, c'est la dernière survivante de sa communauté, et du coup c'est la dernière qui est capable de dire quelque chose sur les secrets qui permettaient aux siens de survivre dans la faille. Donc Wolf commence par suivre les derniers ordres qu'il a reçus, il capture Jian, il essaye de l'emmener vers un endroit où il espère retrouver un croiseur Atlante. Et évidemment, ça se passe pas du tout comme prévu. Le militaire et la jeune fille sont obligés de collaborer pour survivre à un milieu qui est pas franchement accueillant. Et ils finissent par être ramassés par un sous-marin cargo, le Grondin, qui était là pour espionner les opérations militaires pour le compte de l'administration civile, justement. Et ensuite, je vais me contenter de dire que ça se complique très rapidement, parce que autant les militaires que les commerçants veulent absolument mettre la main sur Jian et sur les secrets de son peuple. Puis les membres d'équipage du Grondin ont des allégeances et des objectifs qui sont pas forcément concordants. Et il y a des pirates qui se mettent dans la danse, voilà. Oui, franchement, tu le mets bien en place. Et ce qui m'a frappé quand j'ai lu tout ce début, c'est que tu arrives à mêler le merveilleux, comme tu disais, la poésie des fonds marins, le côté aventureux, même il y a du Jules Verne dedans quand on croise des poulpes géants. Voilà, il y a une espèce de passage obligé d'aventure. Voilà, on est tout de suite dans le roman d'aventure. Ouais, comme on voyait au 19e, 20e siècle, c'était vraiment le cœur du roman d'aventure, tout en le mixant avec de la politique et du militaire, un peu de science-fiction militaire, de type The Expanse, quoi. Donc voilà, si tu mélanges Jules Verne et The Expanse, t'as la confluence, quoi, en gros. T'as à peu près mes grandes références. Tu rajoutes une pincée de Vie Abyss et on est bon. Donc voilà, j'étais impressionné par cette capacité à mêler les deux échelles, en fait, l'échelle humaine, la poésie et puis le militaire. Donc c'est vraiment impressionnant. Merci. On a l'impression que tu as fait énormément de recherches sur les fonds marins, les abysses. Ça a été un gros travail. Comment oui, ça s'est passé ? J'ai mis le doigt dans un engrenage dont il n'est pas encore sorti, en fait. Effectivement, j'ai tendance quand je me lance dans la documentation pour un projet comme ça, à vraiment partir un peu tous azimuts. Et donc j'ai lu autant des romans que des livres techniques sur l'océanographie ou sur les sous-marins. Et puis le truc qui m'a vraiment fasciné, c'est la biologie marine, en fait. On cherche tout le temps les aliens dans l'espace, mais en fait il faut arrêter, ils sont là, ils sont sous les vagues. C'est nos voisins, et c'est absolument incroyable ces bestioles qui nous côtoient, en fait. Donc c'est devenu une certaine passion, oui. Un des écosystèmes qui m'a le plus fasciné et qui du coup a servi de cadre pour la communauté rebelle, c'est les sources hydrothermales. C'est des espèces de cheminées qui se trouvent dans les zones volcaniques au fond des rifts, qui sont les endroits au centre des océans où les plaques tectoniques se rencontrent et puis forment des montagnes avec un fossé au milieu. Donc c'est des zones très actives géologiquement. Et donc t'as de l'eau qui passe en profondeur au voisinage du magma, qui chauffe à des températures invraisemblables et qui ressort à 400 degrés, très chargé en minéraux. Ça précipite au contact de l'eau dans les grands fonds, qui est à peu près à 4 degrés en moyenne, et ça fait des véritables des champs de cheminées qui sont des véritables oasis pour la vie sous-marine. Donc t'as un pullulement de crabes, de vers, qui se regroupent autour de ces cheminées. Et ce qui est assez formidable, c'est que c'est une chaîne de vie qui est parallèle à la nôtre. Elle n'est pas basée sur la même chose. Nous, la chaîne de vie dont on fait partie, elle est basée sur la photosynthèse.
sur les végétaux qui utilisent la lumière du soleil pour produire des éléments nutritifs. Et là, c'est avec des formes de vie finalement qui peuvent être assez similaires, par exemple notamment les crabes. En fait, eux se nourrissent de bactéries qui prolifèrent sur les éléments chimiques sortant des sources. C'est intéressant cette exploration des fonds parce que comme tu disais, les extraterrestres sont là et parmi nous. C'est presque une frontière en fait. Il y a un challenge d'aller. On les connaît mal ces abysses parce que c'est complètement un monde parallèle. Il y a le problème de pression, il y a le problème de l'obscurité. En fait, à l'heure actuelle, l'océan, il y a encore à peu près 95% de l'océan qui n'a pas été exploré. Les fonds marins, ils n'ont été cartographiés qu'à moins de 25% encore, même si actuellement c'est en train d'augmenter. Et au niveau des espèces marines, c'est assez incroyable parce que on estime qu'on n'en connaît pas 70 à 80% encore. Donc à chaque nouvelle plongée, il y a des nouvelles découvertes. Oui, donc c'est vraiment il y a la frontière de l'espace, mais il y a vraiment la frontière aussi des il y a la frontière océanique, ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est passionnant. Et effectivement, je crois que c'est de la science-fiction parce qu'en fait ces machines, ces sous-marins qui descendent dans les profondeurs, aujourd'hui, on n'est pas capable de résister à des pressions de ce type. Tout à fait. Finalement, il y a un certain parallèle entre l'espace et entre le fond des océans. C'est un univers très technologique dans lequel si tu ouvres la porte, tu meurs. Ton expérience, comment tu l'as intégrée, ton expérience d'avant de militaire, c'est plus dans peut-être dans la description des conflits ou plus dans la vie à bord. Alors les conflits, fort heureusement, j'en ai pas vécu beaucoup. Donc c'est plus en ce qui concerne les ambiances dans un univers, dans un environnement technologique. Donc la vie à bord avec ce truc de la vie en équipage où on a finalement assez peu de vie privée et où on partage le quotidien les uns des autres. Et puis pour élaborer la dimension technologique des sous-marins, je me suis un petit peu inspiré de ça. Enfin, je fais un mix entre l'état des recherches actuelles et ce que ça peut donner dans 3 siècles peut-être, et puis des choses que j'ai connues. Alors pareil, en les poussant un petit peu plus loin. Ce qui fait que finalement. Honnêtement, mon sous-marin, il ressemble plus à une frégate de surveillance dans ses espaces et ses volumes que aux sous-marins nucléaires actuels, quoi, qui sont beaucoup plus restreints où il y a moins de place. Il y a aussi dans l'ambiance, il y a aussi une ambiance un peu Star Trek dans le sens où il y a un équipage avec chaque poste qui est bien défini, chaque rôle. Alors on va avoir le médecin, voilà le médecin, la navigatrice, le mécano, le radio, etc. Voilà, donc il y a une espèce de cohésion d'équipe un peu à la Star Trek, chacun jouant un rôle particulier dans l'équipe. Donc c'est aussi l'ambiance un peu à la Star Trek et un peu à la équipage d'hélicoptère en fait. Okay. Où chacun a son rôle bien déterminé, on n'empiète pas sur les tâches les uns des autres. Mais en même temps, c'est qu'on se complète et au final, c'est ça qui fait fonctionner l'ensemble. Et toi là-dedans, dans tout ça, quand tu t'es lancé dans ce projet, t'avais travaillé sur des nouvelles. Comment tu t'es dit, t'as commencé par des petits bouts, une nouvelle, ou est-ce que t'as lancé les 4 parties, t'avais les 4 parties en tête et je crois que j'ai pas tellement réfléchi à ça. En fait. Je me suis lancée. Oui, j'ai fait ce que je disais au début là, d'avoir à peu près un synopsis. Alors, au début, je pensais pas faire 2 tomes. J'avais à peu près une histoire qui, j'espérais, se tiendrait sur un tome. Et puis petit à petit, l'histoire s'est enrichie. Les personnages ont évolué d'une façon que
j'avais pas forcément anticipé au départ. Et puis le récit a intégré plein de questions que je me pose moi-même sur la société, sur l'environnement, sur des tas de problématiques qui vont du vieillissement au deuil, en passant par la résilience, la responsabilité, des tas de trucs, quoi. Et du coup, à la fin, ça fait 2 millions de signes et donc 2 tomes. Oui, et puis quand on lit Confluence, t'as quand même un sens aussi, voilà, de la mise en scène, c'est-à-dire que tu hésites pas à prendre le temps de faire rentrer dans la scène, et ce que tu décrivais sur le passage, la poursuite de la fuyarde, etc. Et bon, il y a quand même, tu prends le temps de poser l'ambiance et de poser ce merveilleux. Donc c'est aussi pour ça que voilà, t'as besoin d'espace aussi pour te développer. Ouais. J'espère. Enfin, j'avais la volonté de à la fois raconter quelque chose, une histoire divertissante avec pas mal de rebondissements, et puis en même temps d'essayer d'en mettre un peu plein les yeux au lecteur avec un environnement auquel il n'est pas habitué, quoi. Oui, c'est réussi parce qu'on a presque plus effectivement de rencontres extraterrestres, comme tu disais, dans cette affaire, que dans certains romans de science-fiction où finalement voilà, la vie étrangère, c'est beaucoup de on va se... Là, l'alien arrive très vite et il a pas la forme qu'on attendrait, mais il sera au centre de toute l'histoire, en fait. Aujourd'hui, tu as ce tome 1 qui est terminé, le tome 2 est terminé aussi, je crois. Le tome 2, je l'ai rendu à l'éditrice en septembre dernier. Et du coup, il reste les corrections éventuellement éditoriales et puis orthographiques à faire. Comment est-ce que ta technique entre le tome 1 et le tome 2, la méthode, t'as employé la même méthode, ou ça a évolué parce que il y a des choses que t'as dû adapter? Je crois que j'ai conservé la même. Ça fonctionnait assez bien pour moi, ça. Oui, quand tu trouves ta méthode, c'est ça, tu la gardes précieusement. Elle changera certainement avec le temps et avec l'expérience, mais pour l'instant, ça semble fonctionner. Oui, chacun a la sienne. Quand tu as réussi à convaincre Brajlon, alors je sais qu'on dit souvent dans le milieu de l'imaginaire, attention, faites juste un tome parce que vous allez faire peur aux éditeurs si vous arrivez en disant là il y a 2 tomes. Ça n'a pas fait peur à Brajlon, en fait. T'as réussi à les convaincre. Écoute, a priori non. Je pense qu'ils ont regardé l'histoire plus que la taille. Et puis un diptyque, je pense que ça reste encore relativement raisonnable. C'est 2 tomes. Et puis c'est une histoire finie. Ça peut ça s'arrête. Enfin, ça se termine au bout de 2 tomes. Il y a aussi le tome 1 était suffisamment aussi convaincant pour donner envie de lire la Là, suite. il était terminé. Oui. Pas le tome 2. Le tome 2, j'en étais encore au stade du synopsis, je crois. Mais ça donnait une bonne idée, quoi. Et puis c'est agréable aussi, là les 2 tomes sont terminés, donc ils vont sortir de manière très rapprochée. Donc pour le lecteur, c'est quand même aussi oui, c'était quelque chose qu'on voulait, ça, avec Brajlon, que ça sorte à quelques mois d'écart seulement. C'est mieux pour le lecteur, je pense. Comment est-ce que tu abordes la sortie en ce moment? Est-ce que tu vois, t'es sollicité de toutes parts, ou pour l'instant c'est calme en attendant que les retours des lecteurs arrivent? Pour l'instant, je vais dire que c'est le calme avant la tempête. Donc tu profites, tu fais le plein d'énergie. Je stresse. Tu stresses, ouais. Bon, à l'heure actuelle, il doit rester 3 semaines à peine. Ouais, c'est ça. Le premier, il sort le 1er février et puis le deuxième en septembre. Est-ce que tu sais déjà, parce que voilà, tu disais après que tu aies mis le point final sur le tome 1, tu avais besoin de t'occuper et t'as écrit une nouvelle. Est-ce que tu écris déjà des choses? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire ensuite? Parce que on se doute que tu vas pas rester comme ça. Non. Alors
j'ai très envie de retourner dans l'univers de Confluence, mais je vais attendre de voir si ça fonctionne, si le lectorat apprécie et est au rendez-vous. En attendant, j'ai assez envie de retourner vers de la fantasy, probablement de la fantasy historique, en m'inspirant de la Mésopotamie, par exemple. Okay. Donc, je suis dans la phase où je suis en train de lire un peu tout ce qui me tombe entre les mains, et puis d'essayer de bâtir un premier synopsis. Donc, c'est un processus assez long, mais ça vient petit à petit comme ça. Ok, donc j'imagine que oui, tu sais pas encore si tu auras 2 tomes, 3 tomes. Je vais essayer de rester à un seul tome cette fois-ci. Ce serait un exercice intéressant. La concision. Voilà. Est-ce que oui, je crois aussi que on a un petit, alors moi, contribution modeste, mais on a un projet commun. On a un petit projet en commun, donc on peut lever le voile là-dessus. Donc avec un titre alléchant pour les gourmets, ça s'appelle Fromaginaire. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Donc on fait partie du même petit groupe d'auteurs qui s'est constitué autour d'un noyau qui au départ vient d'une masterclass des Imaginales. Et donc on se retrouve régulièrement pour écrire, pour parler. Et on s'est rendu compte qu'on avait une passion commune, une passion gastronomique, un intérêt particulier pour le fromage notamment. Et puis en blaguant, on s'est dit tiens, on devrait faire un recueil d'imaginaire sur le fromage si un jour on a envie. Et du coup on a eu envie. On a écrit, on est rendu à 13 nouvelles, je crois. Donc on a 13 auteurs réunis, un peu d'illustration aussi. Donc c'est très humoristique forcément comme projet. Et donc tout ça va passer par un financement participatif entre fin février et début avril. Donc attendez-vous à entendre parler de fromage. J'en ferai également la promotion. 2023. Oui, ça évoque un peu les projets qu'il y avait autour de Marmite et micro-ondes aussi, l'imaginaire culinaire, quoi, tout ce qui peut. Donc là, c'est spécialisé sur le fromage, mais voilà, c'est un peu dans l'état d'esprit de ces éléments-là. Écoute, Sylvie, je crois qu'on a fait le tour. Que dire de plus? Oui, je crois que je ne dirai pas assez de bien de ce que j'ai lu de Confluence, parce que voilà, ça m'a emporté. Et effectivement, une fois le rythme est vraiment très haletant, en fait. On peut pas le lâcher, en fait. Donc c'est tu me fais plaisir. Donc non, c'est très 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 bien construit. J'aurais des dizaines de questions à te poser sur la manière dont tu as construit. Ce qui me fascine, c'est la manière dont tu fais l'aller-retour entre le macro et le micro, entre ce qui se passe à grande échelle et puis ce qui se passe au niveau des personnages. Un truc qui m'a pas mal, parmi toutes les questions que je me pose sur la société, c'est le rapport entre le collectif dont on fait tous partie et en même temps on est des individus, et comment les deux coexistent et puis s'inscrivent ou entrent en opposition. Donc effectivement, il y a pas mal ça qui ressort dans le roman. Mon côté optimiste fait que dans cet univers assez post-apocalyptique, finalement, il y a quand même l'humanité qui cherche à se réinventer. Donc en essayant d'être peut-être un petit peu moins individualiste et de penser un peu plus au collectif. Mais ça donne lieu à d'autres problématiques, et donc c'est effectivement une thématique centrale du roman. Oui, et puis c'est bon, voilà, pour ceux qui parfois ont des réticences à lire de la science-fiction parce que ça va être sombre, ça va être post-apocalyptique, ou ça va être un peu déprimant. Là, il y a quand même une énergie, l'énergie qu'on retrouve un peu aussi même dans les KPDP, dans l'aventure, quoi. C'est vraiment le moteur de l'histoire, et donc c'est une science-fiction qui fait du bien, quoi. Donc chouette. C'est le but. Donc je souhaite tout le meilleur pour ce lancement qui va arriver très bientôt. Qui va arriver très très vite. Donc je disais que le deuxième tome arrivera aussi cette année. Est-ce que tu as à peu près la période à laquelle
Il doit... Au mois de septembre. Je sais pas exactement quand, mais normalement c'est le mois de septembre. Okay. Et est-ce que tu peux partager le titre déjà, ou c'est secret encore? Normalement, le titre sera Ce qui reste après les tempêtes. Ok. Bon bah voilà, c'est alléchant. Donc... Il va y avoir des ouragans dans cette histoire. Ah, parfait. Des ouragans sous-marins? Oui. Ok. Au propre et au figuré. Ok. Ça marche. Bah écoute, j'ai hâte de voir la suite de ton parcours et puis d'avoir tes prochains écrits. Merci beaucoup de passer du temps pour parler de tes projets. C'est toujours c'est toujours un plaisir. Ouais, bah pour moi aussi. Et bah écoute, je te souhaite le meilleur. Je le répète, faut lire Confluence, parce que voilà, même si la science-fiction fait parfois peur, là franchement ça se lit comme de l'eau. Merci beaucoup Sylvie, et à très bientôt. Je t'en prie, à bientôt Mickaël.